Bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Guillouet, je suis en charge du consulting chez Oxalis, éditeur d'une suite achat, Source to Contract, Procure to Pay et SRM. Et j'ai la joie de faire cette intervention avec Grégory Moire. Eh bien, merci Cédric. Donc, Grégory Moire pour me présenter, dirigeant de l'entreprise Sileg, spécialisée dans le conseil et l'intégration de solutions Purchase to Pay. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, en fait, on va vous rappeler un petit peu le contexte au niveau comment dire, le contexte législatif par rapport à tout ce qui est facture. Après, on vous expliquera ce que c'est qu'une facture électronique. Donc là, c'est intéressant d'avoir la vision de Grégory, pas seulement effectivement en charge d'un cabinet de conseil éditeur intégrateur, mais aussi ancien DAF, donc avec une bonne vision Voilà. de votre métier, la gestion des matérialités des factures fournisseurs, et puis on terminera sur la notion d'engagement et de la digitalisation des engagements au niveau du Procure to Pay. Ce que je propose, c'est que Grégory, tu commences, notamment sur la partie effectivement réglementation et dématérialisation aujourd'hui par rapport aux enjeux. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Exactement. Alors déjà, si on se replonge dans le passé, beaucoup de choses sont nées depuis 2008, où le législateur a pris conscience de l'intérêt de la facture digitalisée. Et en 2008, mis à part le fait que la loi sur la modernisation de l'économie a prôné la réglementation sur les délais de paiement que nous aborderons tout à l'heure. L'État a quand même souhaité accepter, du moins ne plus refuser les factures électroniques de ses fournisseurs depuis le 1er janvier 2012. Donc ça a été quand même une révolution parce que tout était papier et avec les retards et les conséquences que cela peut avoir. Et 2012, l'État s'est dit, bon, ok, je ne refuse plus les factures de mes fournisseurs au format électronique, je les accepte. Et puis 2014, grande accélération de tout ça parce que l'État s'est dit non seulement je vais plus les refuser, mais en plus je vais les obliger et je vais obliger mes fournisseurs à m'envoyer des factures électroniques afin que moi aussi, État, je puisse gagner du temps dans mes process. C'est pour ça qu'on sait tous que tout ce qui touche aujourd'hui le B2G, à savoir toutes les factures que l'on émet à destination de l'État, on va dire, doivent passer dans Chorus Pro, et depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises qui facturent l'État ont obligation de passer sur cela. Alors bien évidemment, on s'en est douté aussi à l'époque, tout ça, ça n'a pas été fait que pour le public. D'ailleurs, même le privé s'est dit, et nous alors, quand est-ce que ça va arriver? Et enfin, la loi de finances qui a été actée en 2020, la loi de finances, l'article 153, nous a annoncé que enfin, dans le privé, nous allions avoir, nous aussi, notre obligation d'émettre dans le B2B, donc de entreprise à entreprise, des factures au format électronique. Ça va s'étaler dans le temps, on verra ça tout à l'heure. Alors bien sûr, ça a des enjeux tout ça. Non seulement l'idée, c'est bien évidemment de renforcer la compétitivité des entreprises, puisque le temps qu'on consacre à gérer des factures papier, c'est du temps, ça impacte non seulement l'organisation interne, surtout en période de Covid, on l'a tous bien connu, ça engendre des délais de paiement aussi pour ses fournisseurs conséquents. Donc l'idée, c'est d'améliorer tout ça. Il est clair aussi que c'est aussi le but, c'est de pouvoir limiter et diminuer considérablement la fraude à la TVA, puisque on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est un manque à gagner au niveau de l'État conséquent. Et puis c'est surtout aussi pour l'État la possibilité de pouvoir piloter au niveau politique l'activité des entreprises, puisqu'ils seront capables de savoir en un instant T la santé financière en France et de pouvoir, prendre des décisions pertinentes en fonction de la réalité du terrain en un temps record. Et puis bien sûr pour l'entreprise, et la facilité et la possibilité aussi de voir ces déclarations de TVA automatisées. Au même titre qu'à titre particulier, nos déclarations sur revenus sont automatisées. Il sera aussi question que toute la logique de la déclaration de TVA soit automatisée, et ce en passant sur la facture électronique. Donc de belles choses à venir. Grégory, une matinée, du coup je me dis, est-ce que la notion de délai de paiement, elle n'est pas cruciale en fait dans cette organisation, et notamment par rapport aux contraintes aussi qui sont liées directement au fait de payer à l'heure le fournisseur? C'est clair. Aujourd'hui, les délais de paiement sont dans le viseur de l'État, et il faut être clair qu'une statistique qui est sortie en 2019 montre qu'en moyenne en France, on paye ses fournisseurs avec 11,5 jours de retard. Alors c'est assez mauvais d'une part, ce qui positionne la France dans les pays, les 10 plus mauvaises nations au monde en termes de paiement. Donc ça déjà,
pas forcément quelque chose qui nous met en valeur. Mais le fait de payer en retard et les conséquences que cela peut avoir en cascade, parce que si votre client vous paye en retard, vous allez payer en retard votre fournisseur. Toutes ces conséquences-là font qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 25% des entreprises françaises qui font faillite à cause de ces délais de paiement. Donc c'est totalement dans le viseur de l'État de favoriser, de tout faire pour que justement on puisse diminuer cela. Certes, la réglementation LME a prôné les 45 jours fin de mois ou les 60 jours de facture et à limiter les délais de paiement, mais si on n'est pas capable de le tenir, eh bien voilà, c'est un peu problématique, d'où l'intérêt de passer en facture électronique, d'une part, et puis d'autre part, pour pouvoir tenir ça, l'État a aussi mis en place des sanctions parce que bon, on peut être en retard sur ces délais de paiement. Il n'y a pas toujours que des malandrins dans l'histoire, mais on peut être en retard aussi pour de bonnes raisons, mais on peut aussi être en retard pour de mauvaises raisons. C'est pour ça qu'en plus de ces réglementations, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros en cas de paiement en retard, d'une part, qui peuvent être doublées si on prouve que vous êtes, je dirais, en retard dans les 2 ans qui suivent. Et puis en plus, ces pénalités peuvent être cumulatives. C'est pour ça qu'on citera l'exemple clair de SFR qui en 2019 a payé 3,7 millions d'euros de pénalités à cause des retards de paiement. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est important, et le fait de passer en facture électronique, et on verra tout à l'heure les conséquences que ça va avoir, eh bien l'État sera en mesure de savoir qui est en retard et de pouvoir appliquer de façon très probablement automatique les sanctions qui vont avec. Il y a une notion quand même aussi d'image. Je pense qu'il y a aussi une notion d'image. En fait, aujourd'hui, à chaque année, à son petit classement des bons payeurs et des mauvais payeurs. Donc, je pense que c'est important aussi de préserver son image vis-à-vis du marché. Quand le marché, en fait, il est favorable aux clients, effectivement, il n'y a pas de souci. Quand il est favorable aux fournisseurs, il faut savoir qu'un fournisseur qui n'est pas payé correctement, à un moment donné, choisit ses clients. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir à l'esprit que la priorité, elle est faite directement sur la capacité du client à respecter ses conditions de paiement. D'accord. Et je vais juste rajouter, cette notion d'image en plus est, je dirais, mise en avant puisqu'il est question de montrer du doigt les mauvais payeurs. Déjà, la DGCCRF est censée afficher et mettre en avant les sociétés qui sont en retard, d'une part. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés qui ont obligation de passer par des commissaires aux comptes, les commissaires aux comptes ont obligation de diffuser, d'écrire les sociétés qui sont en retard dans leur délai de paiement. Donc, tout est fait pour montrer du doigt les sociétés qui ont l'habitude de faire ça. Et ça peut avoir un enjeu important au niveau des achats, on verra tout à l'heure. Et du coup, tu parlais parce que dans cette notion de digitalisation, c'était justement pour avoir toute une notion en fait de contrôle et de facilitation. Tu parlais de facture électronique. Est-ce que tu peux nous refaire une présentation, enfin réexpliquer ce que c'est que la facture électronique, parce que je ne sais pas si c'est une évidence pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on entend un petit peu de tout, déjà facture numérique, facture électronique, mais déjà expliquons un peu ce que c'est. Alors déjà en termes il suffit d'aller lire l'article 289-7 du Code général des impôts. Comment dirais-je, une facture est considérée comme électronique si elle est créée, transmise, reçue et archivée au format électronique. Ça veut dire qu'un document papier qui est numérisé et envoyé, ce n'est pas une facture électronique. Ça c'est très important. Si votre fournisseur vous envoie une facture qui lui-même a scanné et qui vous l'envoie par mail, ce n'est pas une facture électronique. Donc il y a une règle très claire, il faut que ce soit généré par un système d'information, diffusé, archivé et traité au format électronique pour que ce soit reconnu en tant que tel. Comment je m'en assure en fait, légalement, comment je m'assure en fait que ma facture elle est valable? Bien, il faut respecter les 3 grands critères qui ont été définis là aussi, à savoir des critères d'authenticité. On doit être capable de prouver qui a envoyé la facture et celui qui l'a émis doit être capable aussi de prouver qu'il l'a bien envoyé. Donc ça veut dire que, et là c'est une erreur des fois que l'on voit dans les entreprises, c'est que vous recevez une facture par mail et puis on supprime le mail. Il ne faut jamais supprimer le mail parce que c'est la preuve que déjà cette facture bien été envoyée par voie électronique, d'une part. D'autre part, on doit s'assurer de l'intégrité du document, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas eu de falsification dans le contenu. Et puis la lisibilité, c'est-à-dire que cette facture, eh bien, logiquement, on est censé conserver une facture 10 ans, mais au moins elle doit être visible pendant les 3 ans, plus l'année en cours en cas de contrôle fiscal. Il faut que le fichier qu'on vous a envoyé, au bout de 3 ans, vous puissiez quand même l'ouvrir, parce que ça serait dommage que vous puissiez pas ouvrir votre fichier électronique. Donc il y a des réglementations là aussi, des règles informatiques à respecter. On ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. Néanmoins,
le législateur, lorsqu'il a poussé la réglementation pour aller sur la facture électronique, a mis aussi en avant le fait qu'il faille créer ce qu'on appelle une piste d'audit fiable. Piste d'audit fiable, c'est un document écrit qui retrace l'ensemble des process dans l'entreprise pour prouver bien la véracité du document facture et son droit à déduire la TVA. Depuis 2013, la piste d'audit fiable est obligatoire. Alors bien sûr, le législateur n'a pas poussé forcément à chaque contrôle fiscal à le vérifier, mais depuis 2019, en cas de contrôle fiscal, la première chose que demande l'inspecteur des impôts, c'est sortez-moi votre piste d'audit fiable. Alors cette piste d'audit fiable, elle sert surtout pour les factures papier, pour prouver son bon droit à avoir reçu une facture papier. Donc on doit prouver depuis la création de la commande jusqu'au paiement de la facture les raisons du pourquoi j'ai passé une charge en comptabilité et surtout pourquoi j'ai déduit de la TVA, d'une part. Si je reçois une facture électronique, c'est la même chose. Si elle est PDF standard, c'est-à-dire un fichier reçu par mail, ça a exactement le même pouvoir qu'une facture papier. Elle répond donc à la réglementation de la piste d'audit fiable. Le seul cas où je n'ai pas besoin de prouver de piste d'audit fiable, d'avoir une piste d'audit fiable, c'est si j'ai un PDF signé, d'une part, ou un flux EDI. Donc c'est le seul cas où j'ai pas besoin de prouver une piste d'audit fiable. Mais quand on regarde bien, allez prouver à l'État que vous ne recevez que des factures EDI ou que des PDF signés. Je pense que je pense que ça sera dur à prouver. Donc, quand on regarde bien, tout le monde est censé avoir une piste d'audit fiable aujourd'hui dans son entreprise. Et c'est le seul moyen de faire que le législateur considère que la facture, elle a sa raison d'être. On a quand même encore beaucoup de factures papier. Finalement, à quel moment on fait disparaître cette facture papier? Déjà, une facture papier, pour la faire disparaître, on va attendre un petit peu quand même. Ça, c'est mon avis perso. Je vais revenir sur ce sujet-là. Mais déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de factures. Il existe, on parle de factures numériques, vous avez entendu dans mon discours, et de factures électroniques. Déjà, une facture numérique, on va dire que c'est plus considéré comme étant le PDF simple qu'on reçoit aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'est un PDF simple. Je pense que tout le monde voit ce que c'est. Par contre, on entend de plus en plus parler de la facture électronique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de facturation, il y a plusieurs types de formats. Donc, le PDF simple, je viens d'en parler. Et maintenant, le législateur va pousser à recevoir des factures un peu plus structurées, à savoir des fichiers. Alors déjà, l'EDI est une facture structurée. On peut avoir des factures de type UBL, C2I, qui sont des formats de factures qui existent aujourd'hui, mais qui sont très, qui sont bien pour des machines. L'avantage, c'est que derrière, dans ce fichier-là, vous avez tout le contenu de la facture, le détail, les lignes peut être absorbé par une machine pour être, pour être automatisé. Mais par contre, côté traitement humain, c'est illisible. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les factures mixtes. Les factures mixtes, ce sont des factures qui associent le PDF et le structuré, qui va permettre à la machine déjà d'automatiser les traitements via le contenu de la facture, mais aussi à l'humain de pouvoir avoir un œil et un regard sur ce document. Et ça, c'est ce qui est prôné par la Direction générale des finances publiques, justement, de passer sur de la facture mixte à partir de 2023, cette fameuse date d'échéance dont on va parler tout à l'heure, et très probablement la facture X, c'est-à-dire ce format franco-allemand qui risque d'être la facture de demain et qui est une facture PDF associée à un fichier XML. Et donc, dans ce discours-là, on voit bien que la facture numérique, le PDF simple, va disparaître au profit de la facture structurée mixte, appelée aujourd'hui facture électronique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets de dématérialisation de factures. Enfin, donc, on fait le traitement aussi bien des factures papier que des factures électroniques. En termes de timing aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, les prochaines échéances qui font qu'il faut se tenir prêt, je pense, parce que les entreprises, quand elles nous contactent, parfois, elles n'ont pas forcément la visibilité de ces sujets-là. C'est plus de l'organisation interne qu'elles souhaitent mettre en place la facture électronique. C'est quoi les échéances et les attentes quelque part aujourd'hui au niveau de la législation? Alors, c'est vrai que quand on parle facture électronique, j'en parlais dernièrement avec des sociétés, il y en a certaines qui me disaient « Oh, bon, on a le temps, c'est pas avant 2025, je suis tranquille ». Attention. Il y a un calendrier qui a été mis en place, au même titre que quand on devait envoyer des factures dans Chorus, il y a eu un calendrier qui a été mis en place entre 2017 et 2020. Il va y avoir aussi un calendrier pour le B2B entre 2023 et 2025. Bon, mais là aussi, il faut pas avoir une confusion sur les choses. Il y a une obligation pour tout le monde de recevoir des factures électroniques à partir du 1er janvier 2023.
Effectivement, il serait stupide de proposer d'émettre des factures dans un premier temps alors que personne n'est en mesure de les réceptionner. Donc la première obligation, c'est déjà de recevoir des factures en 2023. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, on a le droit de dire à quelqu'un, je ne veux pas votre facture PDF, moi je veux une facture papier. On a le droit. À partir du 1er janvier 2023, vous n'aurez plus le droit, si tant est que ce soit une facture électronique avec la façon de faire dont on va parler tout à l'heure, mais vous aurez obligation de recevoir cette facture électronique et de la gérer en tant que telle. Par contre, l'obligation jusqu'en 2025, c'est l'obligation d'émettre. Les grandes entreprises auront obligation d'émettre à partir de 2023. Donc ça veut dire que des Engie, Bouygues, ce genre de gens-là vont être obligés d'émettre à partir de 2023. Ça veut dire que tout le monde qui travaille avec ces fournisseurs-là vont donc être obligés de les recevoir à partir du 1er janvier 2023. Mais par contre, quant aux émissions, eh bien, les ETI seront obligés d'émettre courant 2014 et toutes les entreprises d'ici fin 2025. C'est-à-dire que pour émettre, on est tranquille jusqu'à fin 2025, mais pour recevoir, il est grand temps de s'en préoccuper parce qu'à partir du 1er janvier 2023, eh bien, il va falloir les traiter en tant que tels. On parlait justement tout à l'heure, on parlait de risque de fraude et tout ça. Du coup, le fait de tout digitaliser, ça permet d'avoir de l'information, mais il faut la mettre à disposition, je pense, pour pouvoir faire ces contrôles-là. Donc, c'est quoi la vision aujourd'hui qui a été retenue sur le traitement justement des factures entre les acheteurs et les vendeurs? Alors, le choix s'est effectué en novembre 2020, et l'organisation qui a été retenue, de ce que l'on sait, c'est une organisation qu'on peut appeler couramment une organisation en mode Y, contrairement à une organisation en mode V, qui est un petit peu ce qui est utilisé aujourd'hui en Italie. Là, nous, on sera plus sur un modèle un petit peu mexicain tel que ça a été présenté, à savoir que l'État souhaite, quoi qu'il en coûte, de toute façon, recevoir les factures dans Chorus, au même titre que aujourd'hui, quand une société facture comment dirais-je, une collectivité territoriale, elle est obligée d'envoyer ses factures dans Chorus Pro. Dans le B2B, on sera obligé d'envoyer ses factures dans Chorus Pro. Ça, c'est la règle parce que l'État veut savoir et veut voir toutes les factures qui sont émises de qui vers qui. Ça, c'est la première chose. Par contre, eh bien, ce petit schéma-là explique un petit peu l'organisation. Les entreprises vont être obligées de passer par des plateformes émettrices ou réceptrices, mais surtout certifiées, ça c'est très important, pour pouvoir émettre et surtout pour pouvoir recevoir des factures. Ces plateformes certifiées, on en aura la liste courant 2022, eh bien, auront obligation à réception d'une facture, eh bien, de transférer ce qu'on appelle un e-reporting, des éléments détaillé de cette facture dans Chorus Pro pour que dans Chorus, la DGFiP puisse avoir l'information en temps réel de tout ce qui est émis en termes de facture et surtout en termes de TVA et en termes de fait déclencheur de paiement. La société qui comment dirais-je, émet les factures, donc passera par cette plateforme certifiée, qui communiquera avec la plateforme certifiée son client, bien évidemment, et dans le but que la facture puisse être intégrée directement dans le système d'information de son client, donc de l'acheteur, pour subir ces traitements. Par contre, vous savez très bien qu'en France, on a une logique de TVA particulière. On peut très bien être sur de la TVA sur les débits ou de la TVA sur l'ex-encaissement. Donc, c'est pas parce que vous avez généré une facture que vous payez tout de suite votre TVA, et c'est pas parce que vous avez reçu une facture que vous déduisez tout de suite de la TVA. Ça dépend du type d'achat et du fait générateur. Donc, à un moment donné, puisqu'on est sur une logique de fait générateur sur les encaissements, eh bien, il faut bien savoir à un moment donné dans Chorus qu'on sache quand est-ce que ça a été payé ou quand est-ce que j'ai reçu l'argent. C'est pour ça que ce n'est pas simplement qu'une simple notion d'échange de flux électronique, mais ça va être aussi un échange d'informations a posteriori. C'est-à-dire, est-ce que ma facture elle est acceptée, refusée, en litige, bloquée, payée? Et donc, toutes ces informations-là vont avoir des impacts aller-retour avec les prestataires certifiés qui communiqueront avec Chorus pour que justement les informations de la facture soient connues en termes de paiement, en termes pour pouvoir déclarer justement et déclencher le processus de déclaration de TVA. Ce qui fait qu'une ça veut dire aussi, on parlait des délais de paiement tout à l'heure, ça veut dire aussi qu'on va avoir une vision claire du respect de ces délais de paiement par l'État quelque part. Exactement. Donc, ça va être, c'est tout à fait ça. Là où on pouvait constater à rebours, là, on va pouvoir quasiment le voir en direct, on va pouvoir les qui payent en temps et en heure. Exactement. L'État va pouvoir constater en temps réel non seulement les informations concernant la TVA et la déclaration de TVA qui pourra se faire en automatique, ça c'est sûr, mais aussi verra tout de suite ceux qui sont considérés comme mauvais payeurs. Donc derrière, c'est bon.
Pardon? Je suis ravi parce que ça permet d'aider à l'État effectivement de nous taper dessus, on va dire, puisqu'ils vont avoir une meilleure vision. Ça permet du coup aussi de nous organiser mieux pour payer les fournisseurs. Donc là, moi avec ma vision achat, je suis ravi. Mais par contre, on peut imaginer que ça fait un gain énorme quand même. C'est pas seulement un impact pour l'État, mais c'est aussi pour l'entreprise. Le fait d'être capable de dématérialiser l'ensemble de ces flux-là, je pense qu'on est capable d'optimiser aussi notre organisation interne autour de ce flux, non? Ah bah tout à fait. Alors déjà, je vais juste rappeler quelque chose d'important, c'est que au niveau de l'État, la TVA, le manque à gagner sur la TVA, c'est-à-dire ce qu'ils sont censés recevoir et ce qu'ils reçoivent en réalité, eh bien c'est à peu près 15 milliards d'euros de différence par rapport à ce qu'ils sont censés attendre. C'est-à-dire, savoir qu'aujourd'hui, ça impacte à peu près de 12% les revenus de l'État, et donc c'est pas neutre, c'est pas négligeable. Donc c'est un petit peu pour ça aujourd'hui que oui, ils mettent tout ce qu'il faut pour justement limiter la casse en termes en termes de TVA. Mais il faut pas prendre ça forcément comme une contrainte. Parce qu'aujourd'hui, et je suis le premier à le dire en tant que directeur financier dans les entreprises, gérer des factures fournisseurs dans une entreprise, c'est quand même beaucoup de perte de temps, c'est beaucoup de tâches chronophages et sans valeur ajoutée. Et donc, moi, je vois ça comme un super avantage de pouvoir recevoir en électronique et automatiser mes traitements qui sont aujourd'hui, pour moi, une perte de temps. Faut être clair, mettre en place un processus. D'ailleurs, les entreprises n'ont pas attendu 2023 pour commencer à mettre en place des systèmes de gestion dématérialisée de factures fournisseurs. Aujourd'hui, les directeurs financiers en général sont conscients du gain que ça peut avoir. Et donc derrière, entre passer un traitement manuel et passer à un traitement où je reçois ma facture PDF ou papier que je numérise, mais néanmoins que je les passe en interne dans un outil de gestion dématérialisée pour faire subir des workflows de validation, transférer en comptabilité, déjà c'est un gain de temps. Bon. Mais en plus de ça, et c'est là où il faut, à mon sens, réfléchir de façon pertinente sur comment je peux encore automatiser davantage mon temps sur le traitement de mes factures, eh bien c'est dès lors que je vais avoir des achats en amont, des achats informatisés, dans lesquels lorsque je vais recevoir ma facture, je vais peut-être tenter un rapprochement automatique entre des commandes livrées issues d'un système d'information et ma facture entrante. Et là, je vais avoir un vrai gain de temps dans le traitement de mes factures. Ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, quand vous recevez une facture, ce n'est qu'un document qui vous permet de dire je paye mon fournisseur et je déclare ma TVA. Mais on n'attend pas une facture pour passer une charge en comptabilité. Généralement, la charge en comptabilité, vous la passez parce que vous avez eu un achat en amont qui a été réceptionné. Et dès lors qu'il a été réceptionné, vous avez le droit de passer une provision en comptabilité. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on clôture ses comptes, on passe toujours une provision pour facture non parvenue, donc ce qui prouve qu'on n'attend pas la facture pour passer une charge. Mais voilà, et donc c'est parce que j'ai déjà informatisé mes achats en amont et si c'est bien fait, que je peux déjà constater ma charge. La facture, elle est là tout simplement pour aller dire, OK, je paye mon fournisseur, je déclare ma TVA. Donc cette formalité, eh bien, ça serait bien quand même de l'automatiser parce qu'elle est aujourd'hui très consommatrice en temps et donc en argent dans les entreprises. Une statistique que vous avez à l'écran, qui a été sortie par le cabinet Ernst & Young en 2019, montre qu'aujourd'hui, entre une facture qui est traitée papier, on va dire à la main, et une facture qui est automatisée aujourd'hui, parce que ça existe, nous-mêmes, nous mettons en place des solutions de dématérialisation de factures fournisseurs, eh bien, on passe quasiment de 11,5 jours à 1 jour de traitement. Il y a un gain de temps énorme en temps à avoir sur le traitement de ces factures fournisseurs. Et ce gain en temps, bien évidemment, va faire que, au niveau de la finance, l'organisation va un petit peu changer. Le métier du comptable aussi va changer. Les gens vont se consacrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, plutôt que de traiter du papier et de faire du rapprochement manuel. Et ce gain de temps, bien sûr, si on est terre à terre, on peut le ramener aussi sur un gain d'argent, puisque le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, potentiellement, c'est 60 à 70% de temps gagné en argent, donc en coût, sur le traitement de la facture fournisseur. Et donc là, il est grandement important de se focaliser là-dessus, de pas forcément attendre que la facture vous arrive par voie électronique, mais là aujourd'hui, même si elle vous arrive papier ou si elle vous arrive en numérique par mail, déjà les outils qu'on peut mettre en place peuvent vous faire gagner du temps, et ce temps peut encore être accru, ce gain de temps peut encore être accru si on lie ça, le verbe lié, à une automatisation avec le système achat qui est en amont. Sachant que juste là, on parle vraiment de la notion très administrative du traitement de la facture, du rapprochement de la facture avec la commande. En plus, on pourrait imaginer aussi que parfois il n'y a pas de commande. Il y a aussi tout un travail qui peut être amené à faire côté achat, notamment quand il n'y a pas de commande, il y a des factures et on ne sait pas qui c'est. Potentiellement, ça peut créer du litige. Et la notion en fait de litige vis-à-vis des fournisseurs, c'est aussi un travail
qui est peut-être pas forcément administratif, mais de relations, d'échanges. Et ça aussi, c'est une charge. Donc, on n'est pas seulement à gagner des ETP dans la notion de traitement de la facture et de rapprochement de la facture avec la commande, mais on est aussi dans l'économie quelque part de tout ce qui est fait en amont par les achats. Et du coup, ça fait gagner du temps. Donc, dans un business global d'entreprise, c'est important effectivement de maximiser l'utilisation des achats pour qu'ils puissent se concentrer entre guillemets sur la valeur des achats et pas justement sur le traitement des litiges qu'on peut avoir. Donc, c'est vrai que pour pouvoir alimenter notre processus d'engagement et de purchase to pay, les achats évidemment, c'est là qui vont être positionnés. Alors effectivement, quand moi je parle des achats, parce que moi je suis un ancien acheteur, un ancien responsable d'achat, donc forcément je me mets au centre. Oui, je vais travailler avec toi côté finance et au contrôle de gestion pour avoir toute cette notion de suivi et de dématérialisation des processus. Ça c'est clair, ça permet de faire le lien, c'est une évidence. Mais je vais aussi servir des opérationnels, donc c'est important et de ne pas oublier qu'à un moment donné, quand je sers des opérationnels, les opérationnels ils ont des besoins, ils ont des budgets à suivre, et l'idée c'est de leur permettre effectivement de faciliter ce suivi-là. Évidemment, j'ai une notion de système d'information. On l'a dit, ça va être le lien et on va en parler juste derrière. On fait directement le lien. Et puis, il y a quand même cette notion de je négocie des conditions économiques, mais je négocie aussi des contrats. Et si on part du principe qu'à un moment donné, quand il y a des litiges, il peut y avoir des litiges qui vont comment dire, porter sur la nature très contractuelle du sujet, bah, nous, effectivement, au niveau des achats, on va être capable de mettre à disposition des conditions à des unités opérationnelles qui vont pouvoir effectivement commander auprès de fournisseurs. Et ça, c'est important parce que du coup, on va pouvoir faire le lien de l'ensemble de ces acteurs-là au travers de tout l'engagement en amont de la facture qui est effectivement la résultante de tout ça, qui va permettre effectivement de prendre l'ensemble du flux. Donc, en achat et pour ceux qui sont au niveau de la finance, on n'est pas seulement à négocier. Je pense que c'est intéressant de remettre le lien, mais là, on est quelque part le premier contact. Avant même la comptabilité, on est le premier contact avec les fournisseurs. Pourquoi? Parce que on va pas choisir n'importe quel fournisseur, premièrement, et puis surtout, on va identifier les informations importantes du fournisseur. Donc, si vous voulez pas vous retrouver avec le même fournisseur 3 fois dans votre système, avec tous les risques qu'on peut avoir en termes de paiement et tout ce qui est lié là-dessus, c'est important effectivement d'avoir des fiches fournisseurs assez complètes. Et puis derrière, pour pouvoir mettre à disposition ce dont parlait Grégory, il va falloir négocier des contrats et puis surtout mettre à disposition des conditions de paiement et puis des conditions de pricing entre guillemets sur des produits. Donc ce type de solution va permettre effectivement de mettre à disposition des listes de prix, des produits. Et puis, si c'est pas des produits précis, ça va être des produits génériques, mais on va pouvoir faire porter à ces produits-là les notions comptables, les notions de controlling, et puis du coup, effectivement, ça va permettre de donner de la visibilité sur les engagements qui passent derrière. Et on voit en fait que c'est tout un process. D'abord, effectivement, je traite des échanges avec les fournisseurs, je mets des contrats, puis je vais avoir des gens qui vont avoir des besoins, qui vont exprimer des demandes d'achat. Ça va permettre de faire des commandes. Puis on va avoir des réceptions qui vont être opérées par ces mêmes opérationnels avant effectivement qu'une facture arrive et puis qu'il soit traité par la comptabilité. On parlait tout à l'heure de pistes d'audit fiables. Effectivement, le fait d'avoir un outil qui va vous permettre de porter tous ces sujets entre guillemets du besoin exprimé par l'opérationnel à la partie facture va permettre de porter l'ensemble de ces informations-là avec derrière à chaque fois une personne qui a fait quelque chose à un moment donné. Donc, je pense que c'est important quand tu parlais de la piste d'audit fiable de pouvoir récupérer des informations directement électroniques. Et puis là, en l'occurrence, on vous a mis des vues d'écran de chez nous, mais c'est important effectivement de pouvoir collecter l'ensemble des informations, d'avoir la traçabilité des opérations et puis finalement de pouvoir tout de suite récupérer les pièces justificatives en cas de contrôle. Je dirais juste un petit complément sur la piste d'audit fiable. Il faut savoir que c'est bien de la rédiger, cette piste d'audit fiable, mais le plus important, c'est de prouver qu'on la respecte. Généralement, quand on met en place un système de purchase to pay, si je peux employer ce terme, c'est généralement un moment génial pour mettre à plat tous ces process et rédiger ces process, d'une part. Et l'avantage d'une solution de purchase to pay, donc qui peut gérer de la demande d'achat jusqu'à la mise en paiement d'une facture, eh bien, ça va être tout simplement de prouver que cette piste d'audit fiable que l'on a rédigée, elle est respectée. Et qu'est-ce qu'attend le législateur là-dessus? C'est tout simplement vous prouviez que vous respectez bien ce que vous avez écrit, tout simplement. Donc, c'est pile poil le moment si vous l'avez pas fait, de mettre une piste d'audit fiable au moment où vous mettez un processus purchase to pay, puisque c'est là où on réécrit tout et on met à plat tous ces processus et qu'on les optimise, bien évidemment. On parlait d'efficacité aussi administrative à un moment donné. Il faut se souvenir en fait qu'il y a encore quelques temps, et je pense que dans certaines entreprises, on a toujours l'assistant ou l'assistante centralisatrice qui va effectivement collecter l'ensemble des besoins
des utilisateurs, qui va passer les commandes, qui va aller chercher les bonnes imputations de contrôle de gestion et voir éventuellement toute la partie comptable. Et en fait, aujourd'hui, les solutions telles qu'on peut être amené à les proposer, elles servent aussi à mettre à disposition directement de l'utilisateur une liste de produits tels qu'il peut les avoir, avec une ergonomie à la Amazon, on va dire, sans faire de la promotion d'Amazon, mais c'est important effectivement de mettre en visibilité l'ensemble des articles que l'utilisateur peut faire. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va lui permettre, entre guillemets, quand il va sélectionner son produit, de pas se poser la question de savoir je dois faire imputer ça à mon service, de pas se poser la question de savoir c'est quoi la nature du produit, parce que finalement le produit, enfin le système d'information, il est organisé pour porter ces informations-là directement au cœur du système. Donc ça permet effectivement de faciliter la vie et de donner de la visibilité. On a cette notion aussi de punch-out parce que vous allez peut-être vous dire, ben oui, mais nous, on a l'habitude aujourd'hui de travailler avec des fournituristes de bureaux et puis on va directement sur leur site. Nos solutions aussi permettent à un moment donné de pouvoir faire le raccrochement et d'aller directement sur le catalogue de ces partenaires et de récupérer les informations, toujours avec cet intérêt de pouvoir récupérer les informations liées au niveau budgétaire et au niveau comptable dans ma solution et faciliter derrière le traitement dématérialisé de la facture. Autre avantage, évidemment, on en a parlé, cette notion de pouvoir anticiper les flux, le fait de se dire je passe une commande pour un produit qui va arriver dans quelques temps et donc derrière une facturation qui va arriver, ça permet effectivement de donner de la visibilité. Donc ça, c'est super important, cette notion d'engagement, je pense. D'abord pour l'opérationnel et le responsable entre guillemets de la BU, c'est de voir cette notion de budget. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je peux encore consommer? Mais aussi, je pense, toute cette notion en fait qui est utile à la comptabilité, au pilotage entre guillemets notamment de la trésorerie, sur la visibilité des flux financiers à venir. Et puis, on en parle tout le temps, tout ce qui est FNP et charges constatées d'avance. Je pense que ça permet effectivement d'avoir toutes ces informations-là. Et là, pour le coup, ta casquette de DAF est plus optimale pour moi. Mais en tout cas, je pense que c'est toujours un sujet en fin de mois quand on veut le suivre au mois, c'est de clair. savoir où est-ce qu'on en est en termes d'engagement. C'est vrai. Aujourd'hui, en fin de période comptable, après on peut avoir des clôtures comptables mensuelles, trimestrielles, enfin chacun organise ça comme il veut, mais c'est toujours la croix et la bannière d'aller à la pêche à l'information pour saisir ses provisions pour factures non parvenues, d'aller savoir voilà qu'est-ce qui a été commandé, est-ce que c'était réceptionné. Enfin bon, là l'avantage d'avoir tout informatisé, c'est que vous avez tout en un clic, voire même totalement interfaçable de façon dynamique avec mon système comptable, ce qui fait que tiens, je serai en train de clôturer mon mois de mars, je clique sur quelques petits boutons sur mon système qui est prévu à cet effet et je vais pouvoir générer mon cut-off, donc mes provisions pour factures non parvenues, de le justifier bien sûr. Et puis si je gère la notion de contrat ou d'échéance, je vais avoir cette notion automatique de calcul de charges constatées d'avance. Donc ça, quand on voit le temps qu'on passe dans les entreprises à aller à la pêche à l'information, eh bien ça c'est un gain de temps aussi organisationnel puisqu'on peut automatiser grand nombre de choses. Et mais ça veut dire aussi que si finalement on a les commandes qui ont été faites, on a des réceptions qui ont été faites sur ces commandes et des factures qui sont conformes à l'ensemble de l'amont, on n'a même plus de temps à passer. On peut quasiment automatiser le rapprochement et l'envoyer en paiement d'un clic. Alors je vais même dire les choses différemment. Nous avons un client, on a plusieurs clients bien évidemment, mais bon, néanmoins je vais prendre l'exemple que d'un client qui avait à peu près 70% de ses factures avec des commandes. Bon. Et parmi ces factures avec commande, il y en avait 90% qui se rapprochaient correctement. Mais c'était du temps manuel d'appeler la commande à l'écran, d'aller sélectionner, de valider, de passer à la facture suivante. Là, en étant passé en gestion dématérialisée de son processus facture fournisseur, ça fait toutes ces factures-là, il ne les voit plus. Ils peuvent se focaliser sur les factures sans commande, déjà de regarder pourquoi il n'y a pas de commande, et puis de se focaliser plus sur les litiges. Donc déjà, le gain de temps que l'on fait, que l'on apporte dans les entreprises, parce qu'on est en mesure d'automatiser ces traitements chronophages et sans valeur ajoutée, eh bien on peut les focaliser sur ce qui va vraiment apporter de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Et moi, je me souviens aussi que la problématique de la comptabilité, c'est quand même aussi de se faire relancer par les fournisseurs. Et du coup, ce temps-là, en fait, on va être capable de le gagner. Qu'à partir du moment où tout est digital et en fait les statuts des factures sont assez clairs et très bien explicités, on va pouvoir mettre à disposition, donc au travers d'un portail fournisseur, l'ensemble de ces informations. D'abord, effectivement, pourquoi pas en leur déposant les commandes pour qu'ils puissent les avoir. Ça permet aussi à un moment donné qu'ils accusent réception, donc il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait contrat, il faut un accord des deux parties et du coup c'est toujours intéressant de pouvoir l'avoir à ce moment-là. De pouvoir voir effectivement tout ce qu'ils doivent livrer aux clients, ça donne de la visibilité et surtout derrière de
de pouvoir savoir où en est la facture. J'ai envoyé ma facture, je l'ai déposée même sur le portail parce que ça c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui est possible. Et puis derrière, effectivement, la facture est enregistrée, la facture est bonne à payer, la facture est en litige. Ça permet effectivement aux fournisseurs de ne pas avoir à solliciter la comptabilité. Et donc là encore, c'est pareil, en temps administratif, le fait de répondre à un fournisseur, c'est du temps. Donc si on est capable de lui mettre à disposition une donnée fiable, quelque part, le fournisseur, il n'a plus besoin effectivement d'appeler, ou en tout cas, il appelle quand il y a un litige. Ça facilite et ça accélère quelque part le traitement. Exactement. Et on est vraiment cette fois-ci, grâce à cela, sur de la notion de gestion de vrais litiges. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de litige, c'est surtout quand on appelle « Ah, j'ai pas reçu votre facture, est-ce que vous pouvez me la renvoyer ?» Ça, c'est le grand sport national français. En passant déjà en facture électronique, ça n'existera plus, puisqu'on saura quand est-ce que ça a été émis, quand est-ce que ça a été reçu, et qui est venu la rechercher. Déjà, donc adieu cette phrase de dire j'ai jamais reçu. Et donc là, les litiges, les crédit managers dans les entreprises vont vraiment se focaliser sur les vrais litiges, les litiges qui nécessitent un traitement à valeur ajoutée. Donc là, ça changera aussi ce genre de métier. Je retombe d'ailleurs sur cette notion de litige ou de conformité. À un moment donné aussi, c'est de travailler avec le bon fournisseur, faut pas se tromper. Comme dirait l'autre, quand on a un SIRET, c'est quelque part une identité unique. Le RIB, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de notions de fraude au RIB ou de fraude au président, où en fait on essaie de faire accélérer les paiements. Et c'est vrai que ce type de solution, à un moment donné, va permettre d'avoir une bonne identité du fournisseur, s'assurer effectivement de sa santé financière, et puis de pouvoir mettre en contrôle, entre guillemets, certaines informations. Donc on parle souvent de Sapin 2 là, sur toutes les notions de conformité de fournisseurs et de respect, entre guillemets, de devoir de vigilance, pardon. Et donc, le fait de pouvoir s'interconnecter avec nos plateformes sur des prestataires comme Iveo, Provigis, Altares, vont permettre de quoi? Vont permettre d'abord de donner un canal aux fournisseurs pour pas qu'il ait besoin de renseigner l'ensemble des plateformes de tous ses clients. Il va pouvoir en faire auprès d'une plateforme, mettre à disposition les documents, faire remonter effectivement les informations nécessaires, et cette plateforme va les redispatcher. Donc nous, effectivement, au Xalis, on est capable d'agréer en fait ces informations-là. Donc on va avoir une bonne vision effectivement du fournisseur. Et puis typiquement sur le sujet du RIB qui est un peu particulier, il y a aussi aujourd'hui des systèmes qui permettent de vérifier que le RIB il est bien en accordance avec en accord avec le fournisseur. Et puis du coup ça permet de sécuriser aussi, pour pas envoyer de l'argent, parce qu'une fois que l'argent est parti, c'est toujours compliqué de la récupérer. Donc toute cette démarche entre guillemets de sécurisation du processus est importante. Et puis peut-être il y a des directeurs financiers, en tout cas c'est une notion aussi très souvent que les directeurs achats en tête, mais cette notion de dépendance économique, elle est importante que si effectivement on a les informations sur le chiffre d'affaires qu'on fait avec le client, mais surtout quel chiffre d'affaires fait le chiffre d'affaires qu'on fait plutôt avec le fournisseur et quel chiffre d'affaires fait le fournisseur. Donc c'est toujours important que quand on devient responsable de fait d'un fournisseur, le risque c'est qu'on soit obligé de le couvrir, voire de le racheter si jamais ça se passe pas bien. Donc c'est des notions qui sont très importantes, et le fait d'avoir cette vision 360 avec ces solutions externes qu'on peut agréer, je pense que c'est un bon point. Et je rajouterais juste une petite chose, c'est que dans ce qui est important aujourd'hui dans les directions financières, c'est non seulement, vous l'avez compris, c'est de payer à l'heure son fournisseur, déjà, donc d'être en mesure de traiter rapidement la facture, mais surtout de s'assurer que l'argent que j'envoie va bien au bon fournisseur. La notion de fraude, ça c'est important. La fraude donc interne, bien sûr, on l'oublie, mais elle est des fois beaucoup interne, la fraude, mais externe. Et moi, ce qui me fait peur en tant que directeur financier quand je paye, c'est de m'assurer que l'argent que j'envoie va bien chez le bon tiers. Et ça, c'est un enjeu majeur aussi. Et les outils qui existent sont en mesure de nous aider et de vous aider justement à s'assurer que ce qui sort va bien au bon endroit et pour le bon montant. Tu parlais de fraude interne, on voyait le flux tout à l'heure complet, c'est important aussi, et je le dis en passant avant de conclure, mais c'est important dans votre schéma d'organisation de vous assurer que c'est pas la même personne qui est capable de créer le fournisseur, faire une commande, valider la commande, gérer la facture, puisqu'effectivement ça voudrait dire que globalement, si elle veut, elle peut alimenter une facture qui pourrait un fournisseur qui lui appartient, ou en tout cas un tiers qui serait identifié clair. Donc ça c'est important aussi d'avoir une séparation une démarche et une organisation de séparation de tâches dans le paramètre, dans votre process, et puis du coup dans le paramétrage d'une solution comme la nôtre. Mais ce qu'il faut retenir justement, c'est un peu c'était le point, la facture électronique, c'est on y va pas. De toute façon, c'est clair maintenant, la question ne se pose plus si c'est un go ou un no-go.
À partir du 1er janvier 2023, le recours à la facture électronique est obligatoire et donc la facture papier va progressivement disparaître. Donc ça, faut pas se poser la question. Bon, donc déjà, il est clair, c'est comment je fais demain, à partir du 1er janvier 2023 ou du moins courant 2023, comment je fais pour gérer mes factures électroniques qui vont arriver de plus en plus. Je vais quand même pas les imprimer, ça serait un peu stupide à notre temps. Eh bien, oui, il est quand même grand temps de se poser la question, voilà, quelle solution je peux mettre en place chez moi pour gérer de façon efficace mon processus facture qui arrive papier encore, et jusqu'à 2025, il y en aura encore, mais qui va arriver de plus en plus en numérique et de plus en plus en électronique. Donc, qu'est-ce que je fais pour mettre ça en place? Bon, gérer une facture dématérialisée, c'est bien, mais est-ce que je peux pas gommer tout ce qui est chronophage et sans valeur ajoutée dans ce traitement de facture? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, faut peut-être que je me rapproche de mes achats pour faire que derrière, si mes achats sont faits conformément et correctement dans mon entreprise, je vais pouvoir donc automatiser certaines tâches et gagner du temps. Ça veut dire que mettre en place une solution de gestion dématérialisée de factures fournisseurs, c'est un projet d'entreprise, déjà, très important. C'est pas uniquement un sujet pour faire plaisir à la finance. C'est un projet d'entreprise et tous les acteurs dans l'entreprise sont concernés et particulièrement les achats, puisque c'est parce qu'un achat sera fait correctement, saisi informatiquement correctement, que la réception sera faite correctement, que toutes les tâches qui vont découler de cela, à savoir le traitement de la facture, pourraient être automatisées. Grand nombre d'entreprises, des fois, ont mis en place des solutions de gestion dématérialisée sans faire attention à cela. Et gain de temps, zéro. Parce que même si c'est électronique, il faut quand même faire du rapprochement à la main parce qu'à chaque fois, les informations sont mal saisies en amont. Donc, c'est important de réunir tout le monde dans l'entreprise et c'est le moment génial pour pouvoir mettre à place ces process, rédiger sa piste d'audit fiable, on en a déjà parlé, et puis surtout, une fois que ces process sont clairs, qui sont connus de tout le monde, que les achats travaillent de concert avec la finance et réciproquement, et bien là, on va pouvoir passer sur quelque chose de beaucoup plus automatisé, de beaucoup plus fluide, et puis voilà, c'est le but, et de gagner du temps sur ces délais de paiement, puisque c'est le but, bien évidemment, en général. Donc tout ça, c'est possible. J'insiste, c'est pas parce qu'en fait on a une vue des dépenses par fournisseur qu'on a une vision achat. N'oubliez pas effectivement que le fait de créer des stratégies, le fait de développer des stratégies achats, c'est développer des stratégies sur des marchés achats. Donc c'est très important que cette notion de catégorisation soit portée dans les systèmes financiers, les systèmes des entreprises pour que les achats finalement elles savent parfaitement où est-ce qu'on dépense et sur quelle famille on dépense pour pouvoir créer des stratégies. Il faut pas oublier, les achats, c'est aussi à un moment donné un objectif de faire des économies. Il n'y a pas que ça, c'est pas que du cost killing évidemment, mais c'est quand même une notion. Et si en fait on ne sait pas combien on dépense et où est-ce qu'on le dépense, c'est compliqué effectivement de travailler le sujet. Donc intégration effectivement des achats. Ne faites pas juste un projet comptable avec les bonnes imputations et les bons codes comptables. Intégrez les notions de famille achat, segmentation achat, qui vont permettre effectivement aux directions achats de travailler et d'optimiser effectivement la performance de l'entreprise, parce que finalement, quand on réduit les coûts achats, et finalement on améliore la marge et donc le bénéfice de la société. Exactement. Tout ça, ça se fait. Je dirais, tout n'a pas nécessité de se faire d'un coup, ça peut se faire de façon étalée, mais il faut le faire. Je pense que c'est vraiment, et faut profiter de cet élan qui nous est donné de passer à la facture électronique pour mettre ça en place. Il y a de belles choses à réaliser et franchement, quand on voit le gain que ça peut apporter, des fois dommage de pas y aller. Et moi, je vais juste terminer en disant que 2023, c'est demain.